l'usage de donner la parole au professeur Jean-Luc Magnon, qui s'est vu interpellé à plus d'un petit peu dans cette séance de matin. Il est très difficile, je pense que vous le voyez tous, de faire des commentaires sur des communications qui sont pertinentes, excellentes. Donc le débat est disproportionné. Je suis seul face à toutes ces questions et je n'ai pas le temps d'y répondre. Donc je ferai quelques remarques. Je peux faire quelques remarques parce que pour l'essentiel, je trouve que tout ce qui a été dit est juste, porte sur les points les plus importants. Je vais peut-être commenter, faire des remarques en sens inverse. À propos de Heidegger, je trouve que M. Minka a déjà répondu à ses propres interrogations. Par exemple, vous montrez très justement que Heidegger entend l'aletheia comme un dévoilement, si je puis dire, dynamique, comme un processus de dévoilement qui implique d'ailleurs un combat, une lutte, et que ceci correspond parfaitement à ma propre description du tableau. Je décris la visibilité, la montée ou la visibilité du tableau comme un processus, peut-être Erasmus, enfin comme en insistant sur l'effet, par exemple, sur l'information. Et vous dites que l'aletheia n'a pas seulement un sens théorétique, j'allais dire calme. L'aletheia est un processus dramatique, dans tous les sens du terme, de montée au visible. Mais nous sommes bien absolument d'accord. Mais la question est de savoir pourquoi Heidegger, décrivant ceci par excellence, et ce n'est pas par hasard, à l'occasion du tableau. Il ne choisit pas un autre phénomène, c'est quand même à l'occasion du tableau qu'il le montre le plus nettement. Ceci. Pourquoi dit-il qu'il s'agit de l'être? C'est-à-dire, ce qui m'étonne, ce n'est pas la description qu'Heidegger fait de l'aletheia, ni de l'œuvre d'art, mais qu'il nomme sans autre explication ceci être. Alors que ce n'est par exemple aucun des sens de l'être dans ein und Zeit. Ce n'est ni la Verbundenheit, ni l'Absonderheit, ni l'être Dasein-mäßig. Alors c'est une Weise des Seins. Oui, mais pourquoi des Seins puisqu'il ne précise pas? Donc ici, je pose la question, pourquoi Heidegger maintient-il le terme d'être? Ce qu'il est en train de décrire, je l'appelle la donation, on peut l'appeler le Amwerk, quelque chose, Ereignis. Mais je pense que ceci n'est déjà plus, évidemment pas, le sens métaphysique de être, mais le sens non métaphysique de l'être, est-ce que c'est encore en termes d'être qu'il faut en décrire la phénoménalité? Je pense qu'il y a un niveau de phénoménalité qui n'est pas le concept d'étant, le concept d'être, critiqué par Heidegger, mais dont je ne vois pas pourquoi il faut le penser encore à propos de l'être. Et je ferai la même remarque sur ce que vous dites très justement à propos du Esgypt. À propos du Esgypt, vous faites une première remarque que m'avait faite Jean-François Courtine. Je le cite d'ailleurs, je dois citer dans une petite note un peu polémique cela. Jean-François Courtine me disait, tu ne peux pas dire que Ereignis dans le Kriegsnote Seminar et Ereignis
dans Zeit und Sein ait la même fonction. Bien entendu, ce n'est pas le même concept. Il y en a un qui est beaucoup plus élaboré que l'autre. Heidegger a ajouté à Eignen, Eugenis, enfin il y a toute une évolution naturellement. Mais ce qui est frappant, c'est que cette différence et cette évolution entre les deux acceptions du même, disons, concept, soit justement à propos du même terme. Donc il y a un point commun qui fait que la différence est significative. On peut faire la même remarque pour Esgypt. On va objecter que, bien entendu, le Esgypt de 1919 n'est pas le même que celui de 62. Évidemment, ce n'est pas le même. Mais c'est quand même le même concept qui a servi à dire deux choses différentes. Donc, c'est un concept crucial. Dès le début, Heidegger utilise Esgypt. C'est donc significatif. Alors, vous dites, et j'en suis tout à fait d'accord, que, bien entendu, Heidegger précise dans Ereignis, si je puis dire, les différentes fonctions du Esgypt. Il y a un Schicken, qui est peut-être être, qui est... Donc, Ereignis comprend ce qui, dans le Esgypt, est le Schicken de l'être. D'autre part, le Reichen du temps, qui fait aussi, dans lequel se déploient aussi les Ereignis, est assuré par les Ereignis. D'autre part, il y a dans les Ereignis le phénomène double de l'appropriation, donc Ereignis comme Ereignen, et puis de désappropriation comme Enteignen, bien sûr. Mais pourquoi ne pas avoir maintenu ces trois dimensions qui sont très visibles et directement nouées ensemble dans le Esgypt? Je ne vois pas ce que l'on gagne en traduisant ce que le Esgypt accomplit manifestement en termes d'Ereignis. Je ne vois pas ce que Heidegger gagne. Je vois ce qu'on perd. Parce que dans Ereignis, s'il faut coupler par exemple, Ereignis c'est Enteignis, comme Heidegger le fait. Phénoménologiquement, on ne voit pas directement pourquoi Ereignis doit comprendre Enteignis qui apparaissent au contraire. Tandis que si on dit Esgypt, on voit très bien que dans le Esgypt, il y a Die Gabe et Die Gebung. Die Gebung, c'est l'Überkommnis des Seins, et Die Gabe, c'est l'Ankunft des Seienden. Donc, dans le Esgypt, les deux dimensions d'avancée de l'être qui immédiatement devient invisible, si je puis dire, parce que nous ne voyons que l'étant arrivé. Cette dialectique, elle est, j'allais dire, intuitivement, immédiatement visible dans le processus du don. Si on transcrit ces deux mouvements indissociables en termes d'Ereignis, il faut faire un long commentaire pour dire Ereignis comprend le contraire d'Ereignis, Enteignis, etc. Je ne vois pas ce qui est gagné. Alors, mon sentiment, c'est qu'il y a un recul de Heidegger devant ce qui est pourtant le seul à avoir découvert le premier, c'est-à-dire le caractère décisif de Esgypt. Et je suis sensible, mais c'est Heidegger lui-même qui nous a appris cela, je suis sensible à ce recul, de la même manière que Heidegger dit que Kant a reculé devant sa découverte du caractère originaire de l'imagination productive. De la même manière, on peut dire que Heidegger recule devant ce qui est pourtant sa découverte, qui est le Esgypt. Et
il y a une autre façon de poser la question. Pourquoi est-ce que Heidegger garde le terme, in fine, le terme d'être? Que Heidegger oppose, parle d'être dans ein und Zeit, et aussi longtemps qu'il maintient, par exemple, la notion de métaphysique. Dans ein und Zeit, il dit il y a l'ontologie qui, sous le nom d'être, entend le concept des temps et qui est un échec. Destruction de l'ontologie, instauration d'une fondamentale ontologie. On comprend très bien qu'il garde être et il cherche un nouveau Sinn des Seins. Parfait. En 1929, la même opération est refaite pour passer de l'être au sens métaphysique qui est en fait seulement le temps et qui est l'objet des sciences, à l'être comme tel qui est le néant de tout étant, analyse de l'angoisse, reprise et radicalisée. On comprend très bien que Heidegger garde le terme d'être, puisqu'il garde le terme de métaphysique. Donc tout ceci est logique. Mais à partir du moment où Heidegger finit par renoncer au terme d'ontologie et de fondamentale ontologie, quand il commence à critiquer la métaphysique et à dire qu'il ne recherche plus le métaphysique, plus il avance dans cette direction, disons la Quéreux, etc., quand il renonce à dire Dasein, quand il va parler de Aletheia, précisément, de Physis, Terraenis, de Ruf, Antwort, etc., etc. Pourquoi dit-il être? Alors, pourquoi dit-il encore être? Et il le dit de plus en plus difficilement. Il commence par écrire être avec le Y. Il croise être. Et puis, finalement, il va dire être à partir de l'Ereignis, à partir du Es gibt. Et puis, en un sens, avec Zeit und Sein, être n'est plus le premier mot, ni le dernier. C'est de toute façon Es gibt ou Ereignis, ça n'est plus être. Donc, en un sens, plus Heidegger avance, plus ce qui devient problématique, ça n'est pas sa réponse à la Seinsfrage, qui au contraire devient de plus en plus précise et décrite de manière de plus en plus, je crois, intelligible, contrairement à ce qu'on dit. Le dernier Heidegger est très intelligible, si on comprend un peu. Ce qui devient moins intelligible, c'est que tous ces développements soient une réponse à la Seinsfrage. Il y a des réponses à une Frage, mais c'est de moins en moins une Seinsfrage. Voilà mon sentiment. C'est pourquoi, quand je dis qu'il faut être plus radical que l'horizon de l'objet, bon, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire, mais je crois qu'il faut être plus radical que l'horizon de l'être et que Heidegger était sur ce chemin. Et que le dernier Heidegger devient beaucoup plus intelligible si on voit bien que, même pour lui, être n'est plus la question. Il parle d'autre chose. Et donc, d'une certaine manière, j'ai parfois le sentiment que la troisième réduction est beaucoup moins audacieuse qu'on a laissé supposer qu'elle l'était. J'ai l'impression de dire, de verbaliser une opération qui est déjà largement en train chez Heidegger lui-même. Et la preuve, c'est que tous les phénoménologues après Heidegger, tous les phénoménologues qui comptent, ne sont déjà plus dans l'horizon de l'être. Soit explicitement et polémiquement dans le cas de Lévinas, mais dans le cas de Michel Henry, c'est tout à fait clair. Dans le cas de Ricoeur, c'est évident. Dans le cas de Derrida, c'est absolument évident. En fait, tout le monde est sorti de l'horizon de l'être. Je veux dire, donc, moi, ma particularité, et peut-être ce qui a pu provoquer des discussions, c'est que je l'ai simplement dit. Mais c'est ce que tout le monde fait depuis 50 ans, au minimum. C'est-à-dire, quel est le phénoménologue qui est à l'intérieur de la question de l'être après Heidegger?
moi, je dois avouer que je n'en connais pas parmi ceux qui sont dont la pensée est innovatrice. Et quand ils se mettent à parler d'être, j'allais dire, ça n'est pas bon signe pour leur compréhension de la phénoménologie réelle. Sartre, on parle de l'être. Et Sartre, évidemment, c'est plus dans le jeu. Donc, voilà. Alors, je repasse aux remarques de Madame Popa, qui sont excellentes. Parfait. Merci en un sens de m'avoir donné raison contre l'objection de Jocelyn Benoît. La question de l'excès ou du défaut de l'Überschuss, évidemment, c'est aussi vieux que les recherches logiques. Dès les recherches logiques, la question de l'Überschuss, de la signification sur l'intuition est centrale, et ça va jusqu'à Erfahrung Teil. Donc je dirais que cette objection m'avait beaucoup surpris. Parce que alors, le problème qui se pose, c'est d'où vient cette évidence pour Husserl qu'il y a de Überschuss, on peut l'entendre de l'un, ou bien un excès d'intuition, ou bien un excès de la signification, un excès du noème, un excès de la noésis, enfin, bon, toutes les variations sont possibles, Lévinas en a fait, enfin bon, tout le monde a fait. D'où vient-il? C'est que la phénoménalité, et c'est en cela que c'est une détermination de la vérité qui n'est pas métaphysique, la phénoménalité ne se définit pas et ne vise pas l'adéquation. Si on veut savoir qu'est-ce que c'est que dépasser la métaphysique, dépasser la métaphysique, c'est penser que la vérité, dans sa figure originelle, n'est pas l'adéquation. Le problème de la définition de la vérité comme adéquation rei et intellectus, ça n'est pas de savoir si on peut distinguer la res de l'intellectus, enfin, toute cette rhétorique un peu facile sur une interprétation brentanienne de l'intentionnalité, d'accord, mais ce n'est pas le fond. Le fond, c'est adéquation. En phénoménologie, l'expérience fondamentale, c'est que la phénoménalité, la phénoménalisation, se fait sur le fond de l'inadéquation, de l'inégalité. C'est ça le phénomène, enfin, c'est ça la caractéristique fondamentale. C'est pourquoi la phénoménalisation devient un problème. En métaphysique, il semble aller de soi que, idéalement et normalement, il devrait y avoir une adéquation. La phénoménologie commence quand on s'aperçoit que la vérité est inadéquate. Si je puis dire, le débat, c'est très intéressant, parce que quand la métaphysique s'accomplit au XVIIe siècle, comme système de la métaphysique, comme théorie de l'objet, comme théorie de la certitude, de la vérité comme certitude. C'est le moment où tout le monde est d'accord sur le fait que la connaissance parfaite, c'est la connaissance par idée adéquate. Spinoza transforme les idées inadéquates en idées adéquates. Descartes, l'idée adéquate, qu'il faut dire un peu. Est-ce que Dieu, seul Dieu peut avoir une idée adéquate ou pas, l'idée complète, etc. Leibniz, la notion complète, l'idée adéquate. Ça, c'est de la métaphysique. La phénoménologie, c'est que le phénomène est une expérience d'inadéquation. Donc le vrai problème, c'est d'avoir une inadéquation entre quoi et quoi. Alors, chez Husserl, je crois qu'on a découvert de plus en plus que ce qui est passionnant chez Husserl, c'est le phénomène de l'Enttäuschung, de la déception, de l'erreur, du manquement, du ratage, de la Versäumnis, etc. Ça, c'est décisif. Alors là, vous proposez d'introduire, pourquoi pas, entre le vu et le prévu, l'entrevue, qui correspond à peu près à oui, la déception. Oui, le fait de l'entrevue. Je pense que l'entrevue, dans mon langage, ne serait pas l'invu, ce serait peut-être ce que j'appelle le paradoxe. C'est-à-dire, dans le paradoxe, nous voyons un phénomène, indiscutablement, mais ce phénomène est tellement perturbé par les conditions
de sa réception, si je puis dire, au sens presque d'un poste de radio qui reçoit mal. La manifestation est tellement brouillée par les conditions de la réception que c'est une contre-manifestation, une contre-expérience, et c'est le paradoxe. Alors peut-être que l'entrevue pourrait être entendue de ce sens. Mais je suis absolument d'accord qu'en phénoménologie, la perturbation de la manifestation est un élément essentiel de la manifestation. Et en ce sens, quand Heidegger dit il n'y a pas de dévoilement sans voilement, et que le voilement est l'horizon sur le fond duquel le dévoilement parfois peut avoir lieu, il ne fait, enfin, je veux dire, il ne fait que justifier et radicaliser cette constatation husserlienne. Donc la question est de savoir quelle est l'origine de l'inadéquation. Moi j'ai ma formulation sur l'inadéquation. Cette inadéquation non seulement n'interdit pas la manifestation, mais elle en est la condition. C'est l'écart entre ce qui se donne et ce qui se montre. Ce qui se montre n'est jamais égal à ce qui se donne. Ce qui se donne l'emporte toujours, parce qu'il est inconditionné, sur ce qui se montre, qui est toujours plus limité, précisément parce qu'il est conditionné. Pourquoi est-il conditionné? Parce que ce qui se montre ne se montre qu'à un regard fini. La finitude est indépassable. Soyons kantiens, de toute façon, la réception est finie par la sensibilité. Alors, que veut dire sensibilité? On peut entendre la sensibilité en un sens différent de Husserl, de Kant. La sensibilité ne peut peut-être pas dire seulement l'intuition sensible. Mais la réceptivité est de toute façon finie. Alors, moi je pense que cette finitude est elle-même variable, si je puis comparer ma réponse à d'autres réponses de Kant ou de Heidegger ou de Husserl, ce qui est un peu audacieux. Je dirais que la différence, mais ça Husserl le dit peut-être, c'est que les limites de la réception, c'est-à-dire de la transformation de ce qui se donne en ce qui se montre, ces limites sont variables, selon ce que j'appelle la résistance, au sens de la résistance d'une ampoule au voltage du courant électrique qu'on y envoie. Donc il y a des ampoules qui éclairent plus parce qu'elles ont une plus grande résistance. On peut penser qu'il y a des résistances différentes des regards phénoménologiques. On peut penser qu'il y a une théorie du génie en termes kantiens et d'autres auteurs. Qu'est-ce que c'est que le génie? C'est celui qui fixe les nouvelles règles de l'art en élargissant les possibilités de la nature. Donc, il y a des musiciens qui nous ont fait entendre des sons que personne n'avait entendus avant. Il y a des peintres, des grands peintres, qui nous ont fait voir des formes et des couleurs que nous n'avions jamais vues avant. C'est la résistance. Ils avaient une plus grande résistance au sens électrique du terme, et c'est exactement un élargissement de la réception de ce qui se donne en ce qui se montre. Alors là, nous avons des variations de l'inadéquation. La phénoménalité est toujours inadéquate, mais pas toujours dans la même mesure. Et c'est pourquoi il y a un sens téléologique, et là Husserl a parfaitement analysé la chose, un sens téléologique de la manifestation. C'est-à-dire la manifestation elle-même est en déploiement. Donc je suis entièrement d'accord avec tout ce que j'ai suivi. Pour la question de Nietzsche, et je crois que M. Bondor a raison de dire qu'il y a un peu un certain excès, une certaine violence à avoir dit que Nietzsche était encore idolâtre, parce qu'il a le pathos de la distance, mais pas la distance. C'est une formule de jeunesse un peu rapide, mais elle recouvre quand même l'interrogation de Heidegger sur Nietzsche. C'est-à-dire que la réponse de la position ultime de Nietzsche,
c'est-à-dire il y a mort de Dieu parce que la fonction de dernier principe est assurée en fait par la volonté de puissance. Cette analyse, qui est parfaitement convaincante, doit bien entendu se reporter non pas au scénario du pauvre et banal de l'athéisme à Aufkläreur, mais au scénario du nihilisme. Nous sommes d'accord sur ce point. Mais le scénario du nihilisme ici signifie que le nihilisme est renforcé par l'identification de la volonté de puissance comme instance ultime. La volonté de puissance, c'est précisément ce qui accomplit le nihilisme. Ce n'est pas ce qui permet de le dépasser. Donc il y a des interprétations nietzschéennes orthodoxes qui s'indignent que Heidegger ait dit que Nietzsche était le dernier métaphysicien. Deleuze et d'autres en Allemagne. Mais il me semble évidemment que Heidegger a raison. C'est-à-dire que l'identification du nihilisme est renforcée par la découverte de la volonté de puissance et l'éternel retour n'est pas une sortie de l'ontothéologie, c'est un accomplissement ultime de l'ontothéologie. C'était le point, je me permettais d'être en désaccord avec mon ami Didier Franck dans son livre sur Nietzsche et l'ombre de Dieu. Il n'y a aucun dépassement d'une situation ontothéologique avec l'éternel retour et la volonté de puissance. La lecture peut-être un peu simplifiée que Jean Beaufray faisait de l'interprétation heideggerienne de Nietzsche me semble quand même plus pertinente. Donc la vraie question, c'est de savoir comment on peut, en termes nietzschéens, outrepasser une ultime répétition de l'ontothéologie. Et la dernière tentative de Nietzsche est un affrontement du divin sans médiation, d'un divin indéterminé sans médiation, qui évidemment était intenable. Donc je suis parfaitement d'accord. Le problème que pose Nietzsche, c'est comment peut-on s'arracher à la volonté de puissance, puisque la volonté de puissance est la forme ultime de la rationalité transcendantale. Quel est Et quand nous voyons les conditions de la pratique de la vérité dans les sociétés contemporaines, le seul point commun qu'elles aient toutes, c'est l'interprétation de la vérité à partir de la volonté de puissance sous la figure de la production de certitudes, la production d'informations, de l'innovation, comme on dit, de la politique de la recherche, c'est-à-dire l'interprétation de la vérité, la disparition de la vérité dans la production de certitudes, c'est-à-dire la volonté de puissance. Et encore une fois, j'aime beaucoup la notion si courante et si indéterminée de croissance. Qu'est-ce que c'est qu'une économie, donc une société en bon état? C'est une société en état de croissance. Personne ne dit ce qui doit croître, ni de combien, ni même à quel prix la croissance doit être acquise. Ça n'est pas la question. La croissance en tant que pure abstraction, où la croissance est à la fois économique, idéologique, politique, militaire, la croissance énergétique, la croissance est en soi la définition de la logique d'une société qui fonctionne correctement. Qu'est-ce que veut dire la croissance, sinon l'auto-accroissement, sinon la volonté de puissance? Alors, la question qui se pose après Nietzsche, c'est: y a-t-il une autre façon de penser le monde que selon la volonté de puissance, la croissance? La réponse n'est pas facile à trouver. Et les réponses
spirituelles, religieuses, sont elles-mêmes très ambiguës, puisqu'elles peuvent très, très aisément s'inscrire à l'intérieur de la volonté de puissance. Je remercie Madame Sherban d'avoir montré que j'étais plus kantien que cartésien, ce qui est la vérité. Mais comme disait Ferdinand Alquier, qui disait « Je n'ai pas de philosophie personnelle, je n'ai qu'une seule philosophie, celle d'Aristote, de Descartes et de Kant, qui est d'ailleurs la même, qui est la vraie, et qui est la seule, et qui se résume en deux phrases. L'être n'est pas l'objet, l'objet n'est pas l'être. » Donc en ce sens, oui. Ce n'est pas d'ailleurs entièrement faux. Et ce qui est intéressant à propos des interprétations, pas des interprétations, des usages, des révisions de notre pratique de Kant, parce que je pense que Kant n'est pas un auteur qu'il faut commenter, c'est un auteur qu'on pratique. On pense avec Kant comme dictionnaire, un peu comme pour Aristote. Donc on peut être kantien dans sa pratique, même si on n'est pas kantien dans ses thèses. C'est la différence, par exemple, entre les philosophes dont on ne peut imiter que les thèses et pas la pratique. Par exemple, Spinoza, on peut avoir des thèses spinozistes. Mais il n'y a pas de pratique du travail philosophique sur le mode de Spinoza. Personne n'est arrivé à faire comme lui. Ou à faire ce qu'il croit pouvoir faire. Bon. Mais Kant, au contraire, comme Aristote, ce sont des gens qui vous apprennent une manière de penser, même si vous n'êtes pas du tout en train de reprendre leur thèse. Donc, à propos de Kant, je crois qu'il y a l'histoire de l'interprétation de Kant est tout à fait centrale. Et on peut dire que la phénoménologie pourrait être définie comme le refus de l'interprétation de Kant donnée par l'école de Marbourg. La phénoménologie commence dans le même champ intellectuel et culturel que l'école de Marbourg, et elle consiste à critiquer le Kant de l'école de Marbourg, et ça ne fait que continuer. C'est-à-dire tout phénoménologue digne de ce nom fait du Kant contre Kant, ou plutôt contre l'école de Marbourg, interprétant Kant. Heidegger est un exemple, il n'a pas été le premier, il n'est pas le seul. Et Husserl le fait très clairement, bien qu'il n'ait pas fait de Kantbourg. Et je crois que beaucoup de phénoménologues font du Kant, en ce sens. Et bien clairement, la question qui est posée, c'est de savoir si on ne doit pas refaire une révolution copernicienne contre la révolution copernicienne. Les travaux, les 2 volumes de la thèse d'habilitation de Dominique Pradel, qui vient de succéder à Courtine à la Sorbonne, sont explicites à ce propos. Mais je vois en France, Pradel, en un sens, le premier livre de Jocelyn Benoît, et les travaux de Claude Romano vont absolument dans ce sens-là. C'est-à-dire une mise en cause, une lecture de Kant qui met en cause le projet transcendantal chez Kant lui-même. Qui n'est pas une critique du projet transcendantal de Kant, c'est de montrer que ce projet transcendantal n'est que partiel chez Kant. Qu'il est entouré, si je puis dire, de zones que Kant n'a pas pu transcendantaliser. Et qui sont ce que la phénoménologie, en un sens, a récupéré. Et c'est un mouvement de renversement de la révolution copernicienne qui est vraiment opéré, enfin, c'est l'histoire de Husserl lui-même. Donc, j'étais entièrement d'accord avec cette analyse. Alors, Saint-Anselme, pour Saint-Anselme, comme vous l'avez très bien indiqué, in fine, c'est
conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est un cas exemplaire de déconstruction d'un discours métaphysique que nous propose Saint-Anselme. Parce que Saint-Anselme est passé dans l'histoire de la métaphysique en un sens, parce que c'est Gonilon, non pas toujours la thèse de Gonilon, mais la manière de la formuler qui l'a emporté, et il est passé par Gonilon, par ses contre-lectures, dans le champ de la métaphysique, la plus classique, dans la métaphysique, et ceci jusqu'à Hegel, mais même jusqu'à Nietzsche, parce que les dernières critiques de l'argument ontologique en métaphysique, c'est Nietzsche qui les fait. Alors que nous pouvons maintenant montrer que, pour des raisons, multiples, c'est une pensée qui relève dans la tradition philosophique de ce qui a mis le plus de temps à passer dans la métaphysique, ce qui a résisté le plus longtemps possible à la métaphysique, au mouvement du système de la métaphysique. Pour ça, le néoplatonisme, la théologie patristique, ce qu'on voit. Et le paradoxe, là qui vous est propre, parce que je ne l'avais pas vu pas dit comme ça, c'est de dire que l'argument du Boroslogion, non seulement n'est pas ontologique, mais il ne porte pas sur l'existence de Dieu, il ne porte même pas sur Dieu, il porte sur les conditions noétiques de la connaissance de Dieu. Donc, et il est en ce sens profondément augustinien. C'est-à-dire, ce qui est décrit, c'est l'inadéquation de tout discours sur Dieu d'un point de vue noétique. Pas du point de vue des noms divins, c'est là que Barthes sans doute se trompe, pas du point de vue des noms divins, c'est pas directement l'héritier ni de Jean Scott-Érigène, ni de Denis, mais c'est des questions noétiques. Alors, ces deux voies d'interprétation d'Anselme, de l'argument en question, ces deux voies contradictoires se repèrent de manière extraordinairement claire par la double postérité de cet argument dans les méditations de Descartes. Car l'interprétation métaphysique, donc sans doute fausse, inadéquate, par rapport à l'intention d'Anselme, se trouve donnée dans, finalement, la première formulation standard de l'argument dans la cinquième méditation, la preuve a priori, où on a de la perfection de l'essence de Dieu s'ensuit la nécessité de l'existence de Dieu, formulation métaphysique, pour la première fois fixée comme telle, cinquième méditation. Et comme par hasard, encore une fois, la cinquième méditation a pour objet premier la définition des conditions de la vérité et de la certitude des énoncés mathématiques. Et c'est à cette occasion que Dieu est considéré comme, d'une certaine façon, épistémologiquement, une vérité mathématique. Et puis, d'autre part, il y a la position réelle, me semble-t-il, d'Anselme, à savoir que la question de Dieu est une question d'abord de noétique et d'inadéquation de l'entendement qui doit dire quelque chose sur Dieu et penser Dieu. C'est donc le rapport du fini à l'infini, et ça c'est la troisième méditation. Donc en fait, il y a un double héritage et d'ailleurs la formule telle que rien de plus grand ne peut être pensé se trouve quasiment telle quelle dans les deuxièmes réponses à propos du nombre infini. Donc Descartes donc il y a deux versions, deux lectures du Proslogion chez Descartes qui correspondent au double destin de ce texte. Donc j'étais entièrement convaincu par l'exposé qui a été donné. Heureusement que ce colloque va se terminer demain, ce soir, parce que je pensais pouvoir dormir, et
Vous me faites trop travailler. Merci. Merci beaucoup, monsieur Marie.